Ils étaient persuadés que je ne verrais rien. Ils étaient persuadés que je me tairais. Pourtant, il a suffi d'un seul classeur, d'une seule poignée de lettres pour que je comprenne que personne ne pouvait m'enlever ce que Jacques avait pensé pour moi. La vérité était dans mes mains et je n'avais aucune intention de les fermer. Tout a commencé un matin gris à Paris. Un de ces matins où le ciel s'abaisse sur les toits et rend le boulevard presque silencieux. L'appartement était calme, on entendait seulement le grondement lointain des bus sur l'avenue et de temps en temps la porte d'entrée qui claquait dans l'immeuble voisin. J'ai traversé le couloir jusqu'au bureau de Jacques comme on entre dans une petite chapelle. Cet endroit était son territoire. De grandes bibliothèques en bois couvraient les murs, son bureau massif trônait devant la fenêtre, et l'odeur de papier usé se mêlait encore à celle de son dernier cigare, discret mais tenace. Ce parfum-là m'a sauté au visage dès que j'ai ouvert la porte. C'était l'odeur de nos soirs de travail, quand il étalait des dossiers de la Fondation sur la table et qu'il me disait en retirant ses lunettes qu'il ne signerait rien sans que j'aie donné mon avis. Je me suis approchée du bureau, j'ai passé la main sur le bois verni et mes doigts ont glissé jusqu'au tiroir de droite, celui qu'il gardait toujours fermé à clé. La petite serrure en laiton brillait faiblement dans la lumière grise. Dans mon sac, il y avait la clé que le notaire m'avait remise le jour où nous avions signé l'acceptation de la succession. Ce jour-là, il m'avait expliqué que Jacques avait insisté pour que cette clé soit pour moi. Je m'étais imaginé une lettre d'adieu, une photo, un souvenir intime. Certainement pas ce que j'allais découvrir. J'ai inséré la clé, tourné doucement. Le clic du mécanisme a résonné étrangement fort dans le silence du bureau. Le tiroir contenait des dossiers, des enveloppes épaisses, quelques vieux relevés de banque, tout rangés avec ce désordre organisé que je connaissais si bien. Mais au fond, à moitié dissimulé derrière un grand registre relié en toile verte, se trouvait un classeur en carton gris, un peu abîmé sur les bords. Il n'était pas à sa place. Je n'avais aucun souvenir de l'avoir vu avant. Je l'ai sorti avec précaution. Il pesait lourd, comme s'il contenait plus que du papier. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir de Jacques, celui qui grinçait toujours au même endroit, et j'ai posé le classeur sur mes genoux. Quand je l'ai ouvert, la première chose que j'ai vue, c'est son écriture. N'importe qui aurait parlé de gribouillis, mais pour moi, chaque lettre, chaque boucle était familière. Il avait une façon de souligner les mots importants, une légère inclinaison vers la droite, une force dans le trait qui lui ressemblait. La première page n'était pas un document officiel, c'était une feuille blanche, avec simplement écrit en haut mon prénom, Marie, juste ça, suivi de quelques lignes. Il m'expliquait qu'il avait choisi de tout mettre par écrit pour ne pas laisser de place aux malentendus. Il parlait d'éventuelles tensions, de risques de dérive au sein de la Fondation, et il me demandait si un jour je doutais de ce qui était fait en son nom, de me fier à ce classeur. Il disait que ce que nous avions ensemble construit méritait d'être protégé avec la même exigence que celle qui nous avait guidés toute notre vie. Je me suis arrêtée à ce moment-là, je me suis renfoncée dans le fauteuil et j'ai fermé les yeux. Jacques n'était plus là depuis quelques mois seulement, et sa voix me manquait encore de façon presque physique. Lire ses mots, sentir qu'il avait anticipé les tumultes après sa mort, c'était comme le retrouver, assis en face de moi, les mains croisées, les yeux sérieux derrière ses lunettes. Quand j'ai repris, j'ai commencé à comprendre le sens de ce dossier. Il contenait des notes manuscrites sur la Fondation, des brouillons de dispositions pour le conseil d'administration, des commentaires sur notre patrimoine, des listes de biens avec des remarques précises. Entre tout cela, il y avait des phrases qui me transperçaient. Il y était écrit que j'avais été à ses côtés pour chaque décision importante, que la Fondation portait autant ma vision que la sienne, que si quelqu'un tentait de m'écarter, ce serait trahir l'esprit même de ce qu'il avait voulu. Et pourtant, depuis sa disparition, c'est exactement ce qui semblait se produire. Tout avait commencé subtilement.
Reprendre les réunions, rassurer les partenaires, rassurer le personnel. Julien était encore sous le choc, partagé entre son chagrin et la nécessité de maintenir le navire à flot. C'est là que Camille, sa femme, avait pris de plus en plus de place. Camille était brillante, cultivée, habituée aux codes des grandes entreprises parisiennes. Elle savait parler aux banquiers, aux mécènes, aux élus. Au début, j'avais été soulagée de la voir s'impliquer. Mais très vite, j'ai senti quelque chose glisser. Pendant les réunions du conseil de la Fondation, qui se tenaient au rez-de-chaussée de notre immeuble haussmannien dans ce salon transformé en salle de conférence, je me suis mise à assister à des conversations dont j'étais autrefois le cœur, mais dont je devenais petit à petit un simple témoin. On parlait d'optimisation, de modernisation, de gouvernance. Ce sont des mots que j'ai appris à respecter, mais que j'ai aussi vu servir de paravent à beaucoup de dérives. Camille présentait des plans, des organigrammes, des PowerPoint. Son nom revenait dans toutes les phrases. On parlait de son projet pour la Fondation, de sa vision à long terme, de sa manière de convaincre les donateurs. Le mien disparaissait, doucement, comme une encre qui s'efface. On me sollicitait pour des avis courtois, jamais pour des décisions structurantes. Le jour de la lecture officielle du testament chez le notaire, dans un élégant cabinet près de la place Vendôme, j'ai reçu un premier choc. Nous étions assis autour d'une table en kenne, entourés de rayonnements pleins de dossiers reliés. Le notaire, maître Bérard, un homme précis et affable, lisait les dispositions avec sa voix posée. Au début, tout semblait normal. Jacques prévoyait des legs à des associations, des souvenirs pour ses amis, quelques sommes pour les petits-enfants. Puis, il en est venu à la partie concernant la fondation et la gestion de notre patrimoine principal. C'est là que j'ai senti mon ventre se nouer. Dans ce testament, mon rôle apparaissait réduit. On me mentionnait comme bénéficiaire d'un usufruit confortable, certes, mais mon pouvoir de décision sur la fondation et les biens immobiliers attachés à son fonctionnement était étrangement flou. En revanche, il était écrit très clairement que la direction exécutive aurait des pouvoirs renforcés, notamment la possibilité de prendre certaines décisions sans l'accord du conseil d'administration. Et la direction exécutive, aujourd'hui, c'était Camille. En sortant du cabinet, la lumière de l'après-midi m'a semblé agressive. Camille parlait déjà au téléphone, donnant des consignes sur un ton sûr. Julien, à côté de moi, avait l'air perdu, pris entre la confiance qu'il avait en sa femme et la surprise que je lisais sur mon visage. Je n'ai rien dit ce jour-là. Le deuil, l'épuisement, la lassitude m'ont cloué les lèvres. Mais ce matin gris, dans le bureau de Jacques, avec ce classeur posé sur mes genoux, je me suis rendu compte que ce silence ne pouvait plus durer. Les lettres, les notes, les indications qu'il avait laissées ne correspondaient pas à ce testament-là. Il y avait un décalage trop grand, une incohérence que même la bonne foi la plus généreuse ne pouvait pas excuser. Je me suis penchée sur la table et j'ai étalé les feuilles par ordre chronologique. Je reconnaissais les périodes à la forme de son écriture. Au début, les lignes étaient nettes, assurées. Plus tard, quand la maladie commençait à l'affaiblir, les lettres tremblaient un peu, mais la pensée restait claire. Il parlait d'une dernière mise à jour de son testament, mentionnait une date, un rendez-vous avec le notaire et détaillait ce qui lui semblait non négociable. Dans cette lettre-là, il insistait sur le fait que je devais garder un rôle central dans la fondation. Il écrivait que même si Camille avait des qualités indéniables, il ne voulait pas que le pouvoir se concentre dans une seule paire de mains. Il rappelait que la fondation était née de conversations longues, parfois tendues, que nous avions eues, lui et moi, autour de la petite table ronde de la cuisine, tard, le soir, quand Paris dormait. Je me suis souvenu d'une phrase qu'il m'avait dite des années plus tôt, en sortant d'un rendez-vous à Bercy pour obtenir une reconnaissance d'utilité publique pour la Fondation. Il m'avait regardé et m'avait lancé, avec ce sourire un peu moqueur que je connaissais bien, que si un jour l'un de nous venait à manquer, l'autre aurait la lourde tâche de veiller à ce que notre projet ne tombe pas entre les mains de ceux qui savent tout mieux que tout le monde sans avoir rien vécu.
Je me suis levée du fauteuil avec une détermination nouvelle. J'ai remis les lettres dans le classeur. Je l'ai refermé, et cette fois je ne l'ai pas remis au fond du tiroir. Je l'ai posé sur le bureau, bien en vue. Il était temps de partager ce que j'avais découvert. Il était temps d'arrêter de subir. Le lendemain matin, j'ai appelé Julien. Quand il a franchi la porte de l'appartement, il avait ses traits tirés des gens qui dorment mal trop longtemps. Il tenait un sac de viennoiserie d'une main et un dossier de l'autre. Il a posé le sac sur la table de la cuisine, m'a embrassé, et il a compris immédiatement à mon regard que ce n'était pas une visite ordinaire. Nous nous sommes assis face à face, comme lorsqu'il venait faire ses devoirs après l'école. J'ai parlé sans tourner autour du pot. Je lui ai raconté la découverte du classeur, les lettres, les contradictions avec le testament. Il n'a pas essayé de minimiser. Il n'a pas prononcé la moindre phrase du genre « tu te fais des idées ». Il a seulement posé des questions précises, demandé à voir les documents et pris des notes. Quand il s'est mis à lire à son tour, je l'ai laissé en paix. Je me suis levée pour faire du café, pour mettre les croissants au four un instant pour les réchauffer, pour m'occuper les mains. Le tic-tac de l'horloge du salon semblait plus fort que d'habitude. De temps en temps, je surprenais un léger froncement de sourcils sur le visage de Julien. Lorsqu'il a terminé, il a posé le dernier feuillet, s'est frotté le visage et m'a regardé. Il m'a dit que ce que Jacques avait écrit là ne ressemblait pas à ceux qui avaient été lus chez le notaire. Il a employé le mot « différence », mais on entendait « rupture ». Nous avons étalé sur la table, à côté des lettres, la copie du testament que nous avions reçu. C'était comme aligner deux versions d'une même histoire. On voyait bien ce qui avait été gardé, ce qui avait été transformé, ce qui avait disparu. Certaines phrases du testament officiel avaient un ton et un vocabulaire qui n'étaient pas ceux de Jacques. D'autres, au contraire, semblaient venir directement des lettres. C'était comme si quelqu'un avait pioché ici ou là, puis recomposé un texte à sa convenance. Julien a eu le réflexe le plus sain qui soit. Il a dit que nous devions en parler à quelqu'un qui connaît ces choses mieux que nous. Pas un ami, pas un voisin, mais une professionnelle. Maître Lefebvre s'est imposé à nos esprits, presque en même temps. Claire Lefebvre était notre avocate depuis des années. Elle connaissait Jacques, elle connaissait la Fondation, et elle me connaissait assez pour savoir que je ne me lançais pas dans des soupçons par caprice. J'ai décroché le téléphone, j'ai appelé son cabinet, et elle a accepté de passer à l'appartement le lendemain soir. Quand elle est arrivée, en tailleur sombre, cheveux relevés et sac en cuir à la main, j'ai ressenti une forme de soulagement étrange. La voir entrer dans notre salon, s'asseoir dans le fauteuil où Jacques lisait ses journaux, sortir son carnet et son stylo, c'était comme installer un peu de droit dans le désordre émotionnel. Je lui ai expliqué toute l'histoire, calmement. Elle a écouté sans m'interrompre. Julien a complété avec ce qu'il avait constaté à la lecture. Ensuite, je lui ai tendu le classeur. Elle a parcouru les lettres avec une attention presque tendre. Puis, elle a lu, à voix basse, des passages du testament. Au fur et à mesure, ses sourcils se sont rapprochés. Elle a posé le dossier sur la table et nous a expliqué que, en France, la volonté du défunt est la base, mais qu'elle doit se concilier avec des règles impératives. Elle nous a dit que des écarts entre des notes privées et un testament peuvent s'expliquer, mais que quand ces écarts vont tous dans le même sens, au détriment d'une même personne, cela mérite un examen attentif. Elle a parlé de contestation éventuelle, de vérification, de copie à demander à l'étude notariale. Elle a également mentionné quelque chose qui n'avait pas encore franchi mes pensées, la possibilité que la signature même de Jacques soit sujette à question. J'ai senti mon estomac se nouer. L'idée que quelqu'un ait pu toucher à sa signature me semblait presque plus sacrilège que tout le reste. Nous avons décidé d'agir par étapes. D'abord, obtenir de la notaire l'intégralité du dossier, les brouillons, les courriels envoyés, les dates exactes des rendez-vous. Ensuite, comparer ces éléments aux lettres. Puis, si nécessaire, demander un avis d'un expert en écriture. Enfin seulement envisager une action plus visible. C'est là que Anne est entrée dans l'histoire. Anne avait été notre gouvernante pendant des années. Elle avait quitté la maison quelque temps avant la maladie de Jacques pour ouvrir un petit service de repas à emporter dans le quartier. Nous étions restés en bons termes. Quelques jours après le rendez-vous avec Maître Lefebvre, elle était passée me voir avec un tupperware de blanquettes de veau et un regard inquiet. Elle trouvait que je maigrissais. Elle m'avait alors glissé, presque en s'excusant,
qu'elle avait trouvé étranges certaines allées-venues autour du bureau de Jacques dans les dernières semaines de sa vie. Je n'y avais pas prêté l'attention que j'aurais dû. Accablé, je rangeais tout cela dans la catégorie des choses que je regarderais plus tard. Mais ce jour-là, après le départ de l'avocate, ce petit détail est remonté à la surface. Julien a appelé Anne. Elle a accepté de revenir, le visage fermé par une inquiétude sincère. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, comme toujours. Je lui ai expliqué que nous avions découvert des choses surprenantes autour du testament et que sa mémoire pouvait peut-être nous aider. Anne a alors raconté, à sa manière, simple et précise, la fois où elle avait vu Camille sortir du bureau de Jacques avec une chemise cartonnée bleue qu'elle n'avait jamais vue avant. La façon dont Camille avait sursauté en la voyant, puis s'était empressée de dire que ce n'était que des papiers pour le notaire. Le coup de fil d'un coursier qui devait récupérer des documents pour une signature urgente, alors que Jacques était déjà hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière. Le jour exact, elle s'en souvenait, car c'était le jour où son petit-fils avait fait son spectacle de fin d'année à l'école et où elle avait quitté la maison en courant. Ces dates ne coïncidaient pas avec celles mentionnées dans le dossier notarial. C'était comme si certains moments avaient été recousus pour donner l'apparence d'une continuité qui n'avait pas existé. Anne n'accusait personne. Elle disait seulement ce qu'elle avait vu, avec cette honnêteté un peu brute des gens qui ne savent pas enjoliver. Maître Lefebvre, qui assistait à notre échange, prenait des notes. Elle a demandé à Anne si elle accepterait de consigner ses souvenirs dans une déclaration écrite, que l'on pourrait produire en cas de besoin. Anne a hésité un instant, puis elle a acquiescé. Elle a dit qu'elle n'aimait pas se mêler de ces histoires-là, mais qu'elle encore moins les injustices. Dans les jours qui ont suivi, les rendez-vous se sont enchaînés. La notaire a fourni les copies demandées. Nous avons comparé les versions, les dates, les signatures. Un nom s'est ajouté à la liste des personnes appelées à intervenir, celui de François Martin, expert en écriture. François est arrivé un matin avec sa mallette et sa barbe poivre et sel. Il avait ce calme particulier des gens qui passent leur vie à regarder les détails invisibles aux autres. Dans le bureau de Jacques, il a étalé plusieurs documents sur la table. Des vieux contrats, des lettres à des amis, des documents bancaires, tous signés de la main de Jacques. Il a parlé de pression de stylo, de rythme du trait, de petites habitudes graphiques qui échappent aux ceux qui cherchent à imiter. Puis il a pris la dernière page du testament contesté. Il s'est penché, a sorti sa loupe et a commencé à comparer. Il a noté que la signature semblait trop appliquée, que certaines courbes n'avaient pas la spontanéité des autres. Il a expliqué, sans jugement, qu'une main qui imite, même de bonne foi, ne peut pas reproduire à l'identique le geste d'une vie. Son rapport, quelques jours plus tard, ne criait pas au scandale, mais il était clair. Il parlait de discordance significative, de probabilité forte d'une intervention sans la main de Jacques. En le lisant, j'ai ressenti quelque chose de paradoxal, une douleur renouvelée parce que cela confirmait des manœuvres que je n'aurais pas voulu voir, et une forme de soulagement parce que ce que je sentais confusément trouvait enfin des mots et des preuves. Maître Lefebvre a alors estimé que nous avions assez d'éléments pour demander au conseil d'administration de la Fondation de se prononcer, pas sur la culpabilité de qui que ce soit, mais sur la manière d'interpréter et de respecter la volonté de Jacques. La réunion a été fixée un mercredi après-midi dans les locaux de la Fondation, à 2 rues de Champs-Élysées. La salle de conseil, avec sa grande table ovale, ses chaises confortables, ses œuvres d'art accrochées au mur, avait vu défiler des discussions passionnées sur des programmes éducatifs, des expositions, des subventions. Ce jour-là, il s'agissait de la Fondation elle-même. Je me suis assise à un bout de la table, face à la grande baie vitrée. Julien s'est assis à ma droite. Les administrateurs sont entrés tour à tour, serrant des mains, échangeant des banalités, des anciens camarades de Jacques, des universitaires, des mécènes. Camille a choisi une place près du président, comme elle le faisait désormais. Sa tenue, son maquillage, son assurance, tout donnait l'image d'une femme qui maîtrise la situation. L'ordre du jour a commencé de manière classique. Comptes, projets, partenariats. Je répondais quand on m'interrogeait, mais mon esprit était ailleurs. Je sentais le classeur de Jacques dans mon sac posé au pied de ma chaise, comme un cœur qui bat. Au moment des questions diverses, Julien a demandé la parole. Il s'est levé et sa voix, sans trembler, a annoncé que nous avions des éléments nouveaux concernant la volonté de Jacques et la rédaction de son testament. Il a précisé que nous ne cherchions pas le conflit, mais la clarté. Maître Lefebvre, assise en retrait, a distribué des copies du rapport de l'expert en écriture, des extraits des lettres de Jacques et de la déclaration d'Anne. Elle a présenté le tout sans emphase, avec ce ton neutre qui rend les faits encore plus difficiles à contourner. Les administrateurs ont lu.
Certains ont levé les yeux vers moi, comme pour vérifier que je soutenais cette démarche. Je les ai regardés, sans agressivité, mais avec la fatigue de quelqu'un qui a marché longtemps. Camille a pris la parole à son tour. Elle a évoqué les derniers mois de Jacques, sa fatigue, sa volonté de simplifier les choses. Elle a évoqué des échanges avec le notaire, des discussions sur l'importance de rendre la fondation plus agile. Elle a parlé de technicité, de nouvelles exigences légales. Elle a suggéré que les lettres de Jacques pouvaient être des réflexions intermédiaires, pas forcément des décisions définitives. Mais cette fois, les visages autour de la table n'absorbaient pas ces mots avec la même docilité qu'avant. Un des administrateurs les plus anciens, un ancien professeur de Jacques à l'université, a pris la parole. Il a rappelé que Jacques parlait souvent de moi dans leurs conversations, qu'il disait que si la fondation existait, c'était autant grâce à ma ténacité qu'à ses idées. Une autre administratrice, directrice d'un musée de province, a souligné que le style du testament officiel ne ressemblait pas à celui des lettres de Jacques, ni à celui des procès-verbaux qu'il rédigeait lui-même. Le président a demandé à Maître Lefebvre quelle était la marge de manœuvre du Conseil. Elle a expliqué que même si le testament relevait du droit privé, la Fondation avait une responsabilité morale, qu'elle pouvait refuser de suivre des dispositions qui apparaissaient manifestement contraires à la volonté exprimée par le fondateur dans d'autres documents cohérents et répétés. Elle n'a pas prononcé le nom de Camille. Elle n'en avait pas besoin. Un silence s'est installé. On entendait, au loin, les klaxons étouffés de l'avenue. Le président a proposé que l'on se prononce. Fallait-il maintenir l'interprétation actuelle, qui donnait à la direction exécutive des pouvoirs étendus, ou fallait-il revenir à une configuration où le Conseil, et moi en particulier, avions un rôle plus central, conformément aux lettres de Jacques et aux pratiques antérieures? Les administrateurs ont voté un à un. La plupart ont choisi de revenir à l'esprit originel. Quelques-uns ont demandé plus de temps, mais aucun ne s'est opposé franchement. Camille a gardé le visage impassible. Elle a simplement serré les mâchoires, presque imperceptiblement, quand la décision a été formulée. Le président a conclu en disant que, pour l'avenir, toutes les grandes orientations de la Fondation devraient être prises de manière collégiale, avec ma participation pleine et entière. En sortant de la réunion, j'ai respiré l'air frais avec une intensité étrange. Les vitrines brillaient, les touristes prenaient des photos, les terrasses étaient pleines de gens qui riaient. Tout ce tumulte indifférent contrastait avec le poids qui venait de se lever de mes épaules. Julien a marché à côté de moi sans parler. Nous avons pris le métro, comme nous le faisions autrefois quand nous partions tous les trois à Montparnasse pour voir une exposition. Les jours suivants, les choses se sont mises en place. Maître Lefebvre a adressé au notaire un courrier pour lui faire part de nos constats et de la décision de la Fondation. Le testament a été officiellement contesté sur certains points, avec la volonté déclarée de revenir à une version antérieure, plus conforme à la volonté répétée de Jacques. Le communiqué interne de la Fondation parlait de « retour à l'intention fondatrice ». C'était une phrase froide, mais derrière, il y avait mon nom qui cessait petit à petit de glisser vers le bord. À la maison, la vie a recommencé à s'organiser autour de gestes simples. Je pris l'habitude, chaque matin, d'ouvrir les fenêtres sur la cour intérieure, de laisser entrer les odeurs de café du coin et le bruit des scooters. Je passais plus de temps au balcon, à m'occuper des bacs de géranium rouge et de basilic. Le bureau de Jacques que j'avais évité pendant des semaines est redevenu un endroit où je pouvais entrer sans que le cœur ne me serre autant. Un après-midi, j'ai ressorti le classeur. Je n'avais plus besoin de le scruter à la recherche d'indices. Je voulais simplement le ranger comme il le méritait. Je l'ai placé dans une boîte d'archives solide, recouverte de tissu gris que j'avais acheté dans une papeterie de la rue du Bas. J'ai écrit nos deux noms dessus, avec un feutre, d'une écriture appliquée. Puis j'ai posé la boîte sur l'étagère la plus haute de la bibliothèque. Pas pour la cacher, non, pour la garder à la bonne distance, comme on garde un album de photos précieux. Les réactions autour de nous ont été diverses. Certains membres de la famille ont fait comme si rien ne s'était passé. D'autres m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient soulagés, qu'ils n'avaient pas osé intervenir. Une cousine m'a confié que l'attitude de Camille l'avait mise mal à l'aise depuis longtemps, mais qu'elle n'avait pas voulu me peiner en me le disant plus tôt. Camille, elle, m'a envoyé un message. Quelques lignes écrites tard dans la nuit où elle disait espérer que les choses se passent désormais sereinement et qu'elle regrettait que certaines de ses initiatives aient été mal interprétées. Je ne savais pas si ce mot « mal interprété » était une véritable incompréhension ou un refus de reconnaître ses actes. Je lui ai répondu avec une politesse nette.
Je lui ai souhaité de trouver sa place dans la fondation et dans la famille, sans confondre efficacité et appropriation. Je n'avais ni la force ni le désir de refaire le procès des semaines passées. Julien a resté un pilier. Il n'a pas cherché à se poser en héros. Il a simplement été là, au bon endroit, au bon moment. Un soir, quand nous dînions simplement de soupe et de fromage, il m'a dit qu'il souhaitait s'impliquer davantage dans la fondation, non pas pour diriger tout, mais pour s'assurer que le projet de son père reste fidèle à ses valeurs. J'ai vu dans ses yeux un mélange de tristesse et de détermination qui m'a serré le cœur. Avec le temps, les bordures blessées de la vie familiale ont commencé à cicatriser. Les petites filles de Julien venaient à la maison, couraient dans le couloir, jouaient dans le salon sans se soucier des tensions des adultes. Les rires d'enfants ont recouvert peu à peu les ombres. Cela ne gomme pas ce qui s'est passé, mais cela donne une autre épaisseur au présent. On m'a demandé un jour ce que cela faisait d'obtenir justice dans une histoire comme celle-là. J'ai répondu que ce n'était pas une victoire, ou en tout cas pas une victoire comme on l'entend habituellement. Il n'y a pas eu de triomphe, pas de champagne, pas de grande déclaration. Il y a eu surtout la disparition d'un poids. Le sentiment que la mémoire de Jacques avait été en partie réparée. La certitude que je n'étais plus cette silhouette qu'on repousse poliment vers le canapé pendant que les autres parlent affaires autour de la table. Je n'ai jamais cherché la confrontation. Ce que j'ai voulu, c'était rester debout à l'endroit où Jacques et moi nous étions tenus ensemble toute notre vie. Pendant des mois, j'ai eu l'impression qu'on glissait ce point de repère un peu plus loin, chaque semaine. Une réunion sans moi, un courriel important sans copie, un dossier rédigé comme si mes années de travail n'existaient pas. C'est ce glissement silencieux qui m'a fait le plus mal. Les lettres de Jacques ont été ce qui m'a empêché de me laisser faire. Elles ont été mon rappel. Elles m'ont dit « tu n'as pas rêvé, tu étais là, tu as participé, tu as voix au chapitre ». Elles m'ont donné le courage de faire ce que je n'aurais jamais pensé faire à mon âge. Remettre en cause un testament, faire venir des experts, me tenir droite face à un conseil d'administration. Aujourd'hui, quand je m'installe dans le bureau, que j'ouvre les fenêtres sur la rue, que j'entends les bus, les pas pressés sur le trottoir, je me sens à ma place. Non pas parce que j'ai gagné un bras de fer, mais parce que je ne me suis pas laissé effacer de mon propre récit. Je pense souvent aux femmes de mon âge en France qui se retrouvent dans des situations similaires. Elles ne portent pas toutes le nom de fondatrices d'une institution reconnue. Parfois, ce sont des maisons de famille en Provence, des petits commerces, des bouts de terre, et toujours la même menace, celle de devenir invisible parce que l'on est plus vieille, moins rapide, moins à l'aise avec les termes compliqués de ceux qui aiment les réunions et les tableaux Excel. Si je devais tirer quelque chose de cette histoire, ce serait cette conviction simple. On peut défendre ce qui nous revient sans hurler. On peut remettre les choses à leur juste place sans tout casser. Cela demande du temps, de la patience, des alliés. Cela demande aussi de regarder les faits en face, même quand ils font mal. Les lettres de Jacques n'étaient pas des armes, c'étaient des balises. Elles m'ont guidée dans un moment où j'avais l'impression de marcher dans le brouillard. Elles ont permis à sa voix de se faire entendre, alors qu'il n'était plus là pour argumenter. Elles ont rappelé à tout le monde que, derrière les titres et les statuts, il y a des personnes, des promesses, des vies tissées ensemble. Je sais que tout le monde n'a pas un classeur de lettres comme celui-là, mais je crois que chacun, chacune, garde quelque part une trace de ce qui a été dit, décidé, promis. Parfois c'est un carnet, parfois un mail, parfois un simple souvenir partagé par plusieurs témoins. Cela ne suffit pas toujours à convaincre les tribunaux, mais cela peut suffire à ne pas se laisser convaincre soi-même que l'on n'a jamais compté. Quand je lève les yeux vers la bibliothèque et que je vois la boîte grise où dorment désormais les lettres de Jacques, je ressens une douceur étrange. Ce n'est pas du bonheur, c'est autre chose. C'est une forme de reconnaissance tardive. La reconnaissance que, malgré les maladresses, les omissions, les manœuvres, nous avons réussi à remettre notre histoire à l'endroit. Je ne serai jamais le genre de femme qui fait de grands discours en public. Je préfère les confidences autour d'un café crème, les discussions lentes. Si je raconte tout cela, c'est parce que je sais combien il est facile de se taire pour ne pas faire de vagues, de se dire que les jeunes savent mieux, que les hommes en costume ont forcément raison, que les signatures sur papier épais valent mieux que les années passées à construire. Ce que j'ai appris au fond,
c'est qu'il n'est jamais trop tard pour dire calmement « Je suis là, j'étais là avant, j'ai participé, je mérite de rester dans le cadre, pas relégué dans un coin de la photo. » Il pensait que je n'y verrais que du feu. Il pensait que je préférais le confort du silence à l'inconfort des questions. Ils se sont trompés. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas tout renversé. J'ai juste ouvert un tiroir, pris un classeur, cherché des alliés, aligné les faits et laissé la voix de Jacques faire ce qu'elle savait faire de mieux, mettre de l'ordre. Et au bout du compte, alors que les jours reprennent leur cours entre le bruit des terrasses et le calme du soir, je peux marcher d'une pièce à l'autre de cet appartement sans sentir que je suis de trop. Je peux m'arrêter devant la photo de Jacques, posée sur le piano, et lui dire que même s'il m'a laissé plus tôt que prévu, il ne m'a pas laissé seule. Ses lettres étaient là. Et moi aussi.